Et si l'énergie de vie la plus puissante existait déjà en vous, endormie à la base de votre colonne vertébrale, mais que vous aviez temporairement oublié le mode d'activation de cette énergie? Aujourd'hui, vous l'aurez compris, je voudrais revenir sur la thématique, le sujet de la Kundalini. La Kundalini, en sanskrit, signifie celle qui est enroulée, comme une boucle d'oreille, comme un bracelet, mais en tout cas qui a cette forme de spirale. Et je sais que la Kundalini, c'est une énergie mystique connue depuis des millénaires. Rien de nouveau, vous allez me dire, c'est vrai, mais qui a une importance toute particulière aujourd'hui dans un moment de crise mondiale des consciences qui fait que beaucoup de personnes se polarisent sur l'activation de cette énergie pour vivre des états de conscience modifiés, peut-être pour passer à d'autres états de conscience ou quitter certaines fréquences vibratoires. Et cela donc génère à la fois beaucoup de fantasmes, mais il est vrai que dans cette masse d'informations, il y a aussi des vérités, il y a des choses qui sont très saines à comprendre. Et le but de cette vidéo, ce que je me propose de faire ici, c'est d'explorer avec vous un aspect qui est, à mon sens, dans ce que j'ai vu et dans ce que j'ai entendu, qui est très souvent oublié et laissé de côté, c'est que l'idée de la Kundalini repose en fait sur un principe simple, mais qui est crucial, fondamental et vraiment crucial, celui de la spirale. Et donc, c'est ce que je vais vous expliquer ici, la spirale, c'est précisément la forme que prend l'énergie, la forme du mouvement. Donc on va explorer ça ici, et je vais structurer la vidéo en plusieurs points avec des enchaînements pour que vous puissiez vous y retrouver comme dans une montée de conscience, on va dire, au fil de cette vidéo. Le premier point que je voudrais aborder, eh bien, on va commencer par les clichés, justement. Il faut s'attaquer aux clichés pour essayer de les démystifier, de les démonter, pour pas rester sur des erreurs de perception. On imagine souvent que la Kundalini, c'est pas qu'on l'imagine, c'est qu'on se la représente souvent, et il faut dire qu'on nous l'a beaucoup montré comme ça, comme une sorte de colonne d'énergie, comme une flèche. Une flèche qui serait donc ascendante, qui pointerait vers le sommet du crâne et dont la base serait euh, la zone du coccyx, hein, la base de la colonne vertébrale. Le problème de cette vision, qui est une vision très, j'ai presque envie de vous dire, très européenne, très occidentale, nous qui sommes européens habitués et qui avons grandi dans une culture adepte des lignes droites, de la rectitude, il n'y a qu'à regarder l'architecture hein, pour comprendre ça. Regardez ce qu'étaient même d'ailleurs les jardins royaux, les fameux jardins à la française, en ligne droite, parfaitement bien alignés. Mais en fait, cette idée de rectitude n'est pas du tout alignée avec la réalité même de la vie. Parce que la vie, il n'y a qu'à regarder dehors pour se rendre compte que la vie n'est pas linéaire. Observons l'ADN, les hélices de l'ADN, observons les galaxies. Et si les galaxies c'est trop éloigné, regardons les coquillages, la coquille d'un escargot, les coquillages en bord de mer. Observons la forme que prennent les ouragans, l'œil du cyclone, etc. Même nos chakras d'ailleurs. Et si les chakras, on nous dit oui, mais on ne peut pas les voir, eh bien très bien, regardons les complexes neuronaux, regardons le système nerveux. Observons que la ligne droite n'est pas directement le fruit de la nature, mais que la nature adopte la forme de la spirale et de la courbe. Tout tourne, tout est spirale. Ok, tout ça c'est des lieux communs, vous le savez, mais c'est bien de le rappeler et je vais vous expliquer pourquoi. C'est bien de le rappeler, je pense ici, parce que quand on parle de Kundalini, eh bien, l'étymologie, comme je le disais en introduction, doit tout de suite nous faire prendre conscience qu'on ne peut pas envisager l'activation ou le fait de vivre la Kundalini comme une flèche, comme une ligne droite, avec une forme de rectitude, puisque le serpent, l'OV à la base de la colonne, n'est pas une flèche, c'est une spirale. Et ça, il faut déjà accepter ce déconditionnement qui est propre à notre culture, parce qu'effectivement, pour la majorité des gens aujourd'hui, on voit que ça ne marche pas. C'est mon deuxième point ici. Qu'est-ce que je veux dire par ça ne marche pas? Eh bien, dans le monde moderne, dans notre monde, à notre époque, on aborde beaucoup la spiritualité, je l'ai souvent dit dans mes vidéos, comme on aborde le travail en fait. C'est-à-dire par l'effort, par la discipline, par le contrôle. Regardez comme on est aujourd'hui instrumentalisé par la puissance des algorithmes, par la quête de performance.
dans tous les domaines, pas seulement au travail, dans le sport, dans l'alimentation, dans la sexualité, dans la productivité, dans le gain. On cherche la performance et en ça, on adopte les codes du transhumanisme. Transhumanisme, c'est-à-dire on cherche à dépasser notre humanité, ce qui fait que nous sommes humains, on cherche à le dépasser, à l'améliorer par le biais technologique. Renforcer, améliorer ce que la nature nous a donné et qui est, à nos yeux, ou en tout cas aux yeux des partisans du transhumanisme, qui serait imparfait. Et je vous renvoie en ça aux vidéos que je fais sur le wabi-sabi, qui est vraiment cette culture zen japonaise de l'imperfection. C'est vraiment l'opposé de la culture occidentale, même je dirais mondiale actuellement, technologique, tournée sur la performance. Et effectivement, si on applique ce mode de pensée à la spiritualité, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On médite plus, on se force plus, on visualise plus, on essaye toujours d'ajouter et de paramétrer, de calibrer, de calculer nos protocoles, nos méthodes, et en fait, ça bloque. Ça bloque toujours plus. Euh, la Kundalini n'est pas une machine à allumer. Ça, il faut vraiment être en paix avec cette idée, et je pense déjà faire un gros travail sur soi-même pour comprendre pourquoi est-ce qu'on veut absolument activer quelque chose en nous, comme on active un mécanisme en appuyant sur un bouton. Euh, je pense que cette vision-là est profondément erronée, puisque dans ce cas-là, on ne se voit que comme une machine. On voit notre corps, notre humanité comme une machine. Et je crois que là, déjà, il y a un biais cognitif, il y a un biais de perception. La Kundalini, ce n'est pas une machine à allumer, c'est en fait une intelligence vivante. Une intelligence même à part entière, comme une entité vivante, comme les devas, hein, les hindous parlent des devas, ces êtres énergie. Je pense que la Kundalini a beaucoup plus à voir avec un esprit énergie qui coopère avec nous que comme une machine qu'on allume de notre propre volonté. Et donc cette Kundalini, eh bien vous comprenez que si elle n'est pas une machine, on ne la force pas, mais on l'invite, puisque il y a ici une coopération, comme on coopère avec, ou on collabore avec les êtres de la nature, avec les énergies. Il y a donc une invitation, et donc la question à se poser, c'est ma transition sur le troisième point, c'est que si la force ne marche pas, eh bien quelle est la véritable clé? Alors la véritable clé, je ne sais pas si j'aurai la prétention de vous dire que je l'ai et que je vous la donne, mais en tout cas, je peux essayer de partager avec vous d'autres idées qui vont vous amener à dépasser ce stade de j'active la Kundalini en faisant un stage d'activation ou un exercice bien spécifique. Allons voir ce que nous disent les traditions anciennes. Les traditions anciennes, j'ai envie de vous dire toutes confondues, hein, je sais que je fais des généralités, mais j'essaye d'aller vite. Elles ne parlaient pas d'une montée mécanique, certainement pas d'une activation. Elles parlaient plutôt d'une danse en spirale. Pensez au derviche tourneur, pensez au taoïsme, pensez même à l'aïkido. C'est une discipline que j'ai bien connue pour l'avoir pratiquée, même si j'en suis pas expert, loin de là. Mais effectivement, regardez le signe du Tao, ce cercle dans lequel vous avez les deux polarités qui se complètent, qui se regardent et qui se complètent l'une l'autre. On voit bien que ce que cherchent à nous dire ces traditions anciennes, c'est que tout est circulaire, tout est dense, tout est mouvement. Le corps, donc, qui fait partie de la nature, de ce logos, de cette intelligence cosmique et terrestre, le corps n'est pas une échelle, mais une échelle avec des barreaux où on se dit, allez, je monte un cran, puis deuxième, puis troisième, puis quatrième. En fait, si on voit cette vision traditionnelle, on comprend qu'il s'agit beaucoup plus d'une musique ou d'une danse, et que le corps, de ce point de vue, serait plus un instrument à accorder. Il y a une image que j'aime beaucoup, c'est comme ça des petites histoires qu'on raconte des fois pour imager un propos. On raconte, vous savez, au temps des cathédrales, au temps des bâtisseurs de cathédrales, que une personne demande, comment dire, sur un chantier, demande à différents artisans ce qu'il fait. Et donc cette personne vient et demande au premier, et toi, que fais-tu? Il dit, bah voilà, je suis tailleur de pierre, je construis un édifice. La personne continue son chemin un petit peu plus sur le chantier, puis demande à un autre artisan, et toi, que fais-tu? Il dit, ah bah écoute, moi je construis comment dire, je construis un lieu sacré. Je bâtis un lieu sacré. Ah bon, d'accord. Donc déjà, une autre vision, un lieu sacré. L'autre voit un bâtiment, l'autre voit un lieu sacré. Et puis un troisième, à qui on pose la question, répond, moi je construis un instrument de musique.
Intéressant. Un instrument de musique. Vous voyez, en fait, cette idée que on peut regarder les choses sous des angles différents avec une profondeur différente. Eh bien, moi, j'aime bien cette idée, effectivement, que le corps est comme une flûte, comme une guitare dont on tend les cordes, ou une flûte à accorder, ou un instrument à vent avec la hanche qu'il faut plus ou moins humidifier, avec un bec qu'il faut plus ou moins ajuster sur le bocal. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que la nature est faite de mouvements simples. Et que si on applique ça au corps, si on regarde l'architecture du corps, et là je vous invite à vous intéresser à ce que racontent peut-être les kinés, les ostéos, les ergothérapeutes, comment dire, les praticiens du sport, on voit bien qu'il y a tout un circuit comment dire, tout toute une architecture euh, bien élaborée, bien huilée, pour générer des cercles. Les cercles du bassin, les ondulations de la colonne vertébrale, les spirales des épaules, la rotation de la tête, mais tout est branché ensemble, connecté sur des axes, des moyeux, pour générer des cercles et du mouvement. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que les deux choses qui vont ensemble, dans cette idée de spirale, de Kundalini, je vous le rappelle, c'est que mouvement et respiration sont indissociables pour aller vers euh, la nature profonde de notre humanité. Le souffle accompagne le mouvement, il le rend plus fluide et plus profond. Alors, si vous voulez effectivement, si vous voulez vraiment vous inscrire dans une démarche volontaire d'éveiller le serpent, d'éveiller la Kundalini, je pense que déjà la première chose, plutôt que de chercher à appuyer sur un bouton ou à vous faire activer par quelqu'un, ce serait de vous mettre en mouvement vous-même, d'apprendre à tourner, d'être en rotation. Et pour ça, là je ne vais pas le faire dans cette vidéo, mais peut-être que je vais y penser d'ailleurs. Je pourrais vous montrer, et il y en a déjà tellement sur Internet, des routines quotidiennes d'activation du corps par des mouvements articulaires, par des rotations. Le Qigong le fait, mais ça suffit pas des fois. Il faut avoir vraiment comment dire, une certaine inertie, une rapidité, une fluidité dans le mouvement pour activer les fascias, pour activer les tissus profonds, pour engager le tronc, pour engager les membres. Et donc, le mouvement est la clé avec la respiration. Car la respiration, c'est le premier mouvement du corps. C'est ce mouvement de l'intérieur par l'oxygénation, le fait de gonfler la cage thoracique et les poumons qui vient masser, qui vient mettre au mouvement le corps. Alors, chapitre 4 ici, on va parler un petit peu plus maintenant de la Kundalini en tant que force féminine. Effectivement, vous connaissez ces principes yin et yang. Yang qui est vraiment le masculin, actif, proactif, et yin qui est beaucoup plus réceptif, passif. Aucun, attention, hein, comprenez bien, aucun n'est bon ou mauvais. Les deux sont intimement imbriqués et nécessaires. Mais la Kundalini, effectivement, dans son archétype, est beaucoup plus une énergie féminine, fluide, cyclique. Euh, C'est-à-dire que si j'en reviens au corps, effectivement, elle réside beaucoup plus dans nos hanches, dans notre bassin, dans notre ventre, même j'ai envie de vous dire dans les viscères. Regardez le schéma des intestins, du côlon, toutes nos viscères, là encore en spirale. Et la Kundalini n'est donc certainement pas dans la rigidité mentale. Vous savez, je fais un point rapidement parce que c'est pas le but de la vidéo, mais dans l'ésotérisme, on nous parle très clairement de trois types de feux. Trois types de feux qui sont effectivement associés à trois états différents, mais qui sont les trois constitutifs de la nature de l'être humain d'un point de vue holistique. On nous parle du feu par friction, qui est d'ailleurs le feu de la Kundalini. On nous parle du feu solaire, qui est le feu de Manas, l'aspect mental chez l'être humain. Donc c'est le feu de la conscience, si vous voulez. Et puis on nous parle aussi du feu électrique, Foat. Ce feu électrique, c'est le feu divin de l'esprit, entre guillemets, donc la force divine, si vous voulez. Et je ne vais pas développer ça ici, ce serait trop long, mais il faut comprendre que ces trois feux, en fait, ils se complètent. Hein. Il n'y en a pas un qui prend le dessus sur l'autre, mais ce sont trois formes d'énergie qu'il faut activer, qu'il faut développer. Et pour le sujet qui nous intéresse, le feu donc de la Kundalini, c'est le feu par friction. Vraiment, c'est celui-là, celui qui crée de la chaleur. Vous voyez, en quatre mouvements, là, on a les mains qui crépitent, qui palpitent.
comme des étincelles, si vous voulez. Ce feu, donc, par friction, c'est celui de l'énergie latente dans la matière, dans la substance, et qui s'élève de la base. Eh bien, si on comprend ça, que la Kundalini est le feu par friction, on comprend donc qu'elle s'élève par le mouvement, mais aussi par la sécurité, par la réceptivité. Il y a une dimension psychologique très forte derrière l'éveil de Kundalini qui est que tant qu'on est tendu, tant qu'on est rigide, enfermé dans le contrôle, et on est tendu, rigide, enfermé dans le contrôle quand on a des peurs, quand on a un subconscient qui est chargé de traumatisme, eh bien cette Kundalini, elle dort. Elle dort, je dirais, comme la Belle au bois dormant. Hein, les contes ont évidemment une portée ésotérique, symbolique très forte. Mais oui, la Belle au bois dormant, on pourrait dire que c'est cette énergie de vie, cette énergie vitale qui est endormie. Il lui faut de la sécurité, il lui faut un minimum de paramètres pour qu'elle puisse s'éveiller en toute confiance. Et donc c'est pour ça aussi que tant que votre psychisme est fracturé, bourré de traumatismes, bourré de programmes subconscients qui en fait verrouillent, vous font fonctionner dans la culpabilité, la honte, la peur, vous ne pouvez pas, excusez-moi, vous ne pouvez pas, je veux dire, vous occuper d'un feu avec tous ces blocages. Donc, pour passer au point suivant, j'ai envie de vous dire, on ne peut pas ouvrir euh, la porte à une énergie circulaire avec une, avec une clé qui serait, elle, carrée ou droite, vous voyez, avec le mental qui cherche à percer, alors que la clé, la serrure et tout ce processus de mécanisme interne n'est fait que de mouvement, de circonvolution. Et donc, chapitre 5 ici, c'est de vous parler, eh bien justement, donc du rôle du corps et des émotions. Vous comprenez qu'il y a une progression dans ce que je vous présente là pour que vous voyez bien le lien entre tous ces paramètres. Les émotions. Le corps, il ne faut pas l'envisager comme un obstacle à votre évolution, mais bien comme le réceptacle, le temple vivant de votre âme, bien sûr, de votre esprit, mais surtout comprendre que le mouvement, les énergies en mouvement sont les émotions et que ces émotions impriment une qualité, une forme à notre corps. Autrement dit, les blocages émotionnels, donc, comme je vous le disais juste avant, tout ce qui va être de l'ordre du traumatisme, de la honte, qui crée une forme de rigidité, qui crée une forme de déni, euh, tout ça, tous ces blocages sont donc des verrous qui empêchent l'énergie de circuler. Pensez à toutes ces micro-tensions que vous avez dans le corps, mal au dos, mal à la nuque, mal au ventre, problèmes articulaires, tous ces points de blocage que les acupuncteurs, que les énergéticiens ou que les praticiens en ostéopathie, en chiro ou en fasciathérapeute, tout le monde sait ça, que les tissus, les articulations engrangent nos tensions émotionnelles. C'est ce qu'on appelle donc la psychosomatisation, hein, le moment où le psychisme imprime sa marque dans le corps. Eh bien, euh, tous ces verrous empêchent l'énergie de circuler. Et c'est là où il faut comprendre que la gestion émotionnelle est une des clés pour permettre à la Kundalini de s'éveiller. La Kundalini n'impose rien. Elle ne vous impose pas une discipline. Elle attend juste que vous soyez prêt à sentir ce qui est passif, ce qui est subconscient chez vous. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé dans les vidéos d'avant, liées à l'émotionnel, c'est que la maturité émotionnelle, c'est vraiment la clé de la libération, parce que la maturité, c'est le fait de surmonter une émotion. Vous savez, on explique parfois que la sagesse, ou une forme de sagesse, c'est lorsqu'on est capable d'invoquer une, un souvenir, une mémoire, sans la charge émotionnelle qui l'accompagne. Si vous êtes capable de repenser à votre enfance, aux éventuelles situations douloureuses ou difficiles que vous avez vécues avec papa, maman, à l'école, en pensionnat, seul ou à l'école, peu importe, les situations douloureuses et peut-être même très douloureuses, si vous êtes capable d'y repenser, de vous les passer dans votre film mental, sans la charge émotionnelle, parce que vous l'avez digéré, que vous l'avez donc surmonté, ça veut dire qu'il y a une forme de sagesse et qu'il y a une forme de, euh, comment dire, de liberté, voilà, qui vous permet d'accueillir autre chose. Eh bien, quand vous respirez, quand vous bougez en spirale, vous favorisez la remontée de ces émotions. Ça peut être des émotions qui vont se témoigner par des larmes, des rires,
des sensations de chaleur, de picotement, des tremblements, peu importe. Mais donc, être au contact de ces émotions, c'est les faire remonter au niveau de la conscience et c'est leur permettre la libération. Il y a bien sûr beaucoup d'autres techniques, notamment aussi bien sûr l'accompagnement thérapeutique. Mais là, le but, c'est pas de vous dire quoi faire pour libérer les émotions, c'est d'aller plus loin sur la compréhension de la Kundalini. Autrement dit, ici, on ne guérit pas en pensant à son trauma, en le ressassant, on guérit en le laissant remonter, danser, en lui offrant une porte de libération, si vous voulez. Et ça, euh, alors la transition n'est peut-être pas évidente, mais il fallait bien que j'en dise un mot aussi sur la sexualité. La Kundalini n'est pas résumée, ne peut pas se résumer à la sexualité. Hein. On parle souvent du tantra, des pratiques tantriques. C'est très bien, j'ai pas j'allais dire d'opinion, d'a priori sur le sujet, mais je pense que ce n'est pas la panacée dans les processus d'éveil de conscience. C'est une méthode, c'est une voie d'accès parmi d'autres. Mais effectivement, la sexualité, alors sacrée, oui, peut-être, joue un rôle. Pourquoi? Mais je l'ai déjà dit avant, en fait, parce que le chakra sacré, donc le plexus de conscience lié aux gonades, aux organes génitaux, à la reproduction, à la procréation, à l'énergie de vie, se situe au niveau du bassin. Donc c'est vraiment le lieu de la vie. Hein, c'est là que les hommes ont les gamètes masculines, les femmes les gamètes femelles, les ovaires, les testicules, tout ce qui va être le foyer, l'essence même de la procréation, de l'origine de la vie. Mais c'est aussi le siège de la honte. Les énergies de honte, la conscience de la honte se fixe dans notre rapport au plaisir, dans notre rapport à l'énergie de vie. C'est là qu'on va fixer la censure. Et donc, réconcilier sensualité et spiritualité, c'est retrouver précisément sa puissance vitale, éveiller le chi, libérer le chi, comme diraient les orientaux. Alors, il ne faut pas ici voir le plaisir comme une faiblesse. Je vais évidemment mettre un bémol, parce qu'il y a plaisir et excès de plaisir, comme en toute chose d'ailleurs. Mais on peut, dans ce cas-là, si on comprend que le plaisir que l'on a avec son corps, dans le rapport à la nourriture, dans le rapport à la nature, dans le rapport au sexe, dans le rapport à la douceur, dans le rapport à l'exercice, dans le rapport... Tout ce qui va être de nature à générer du plaisir va en fait nourrir ce centre sacré. Et dans ce cas-là, le plaisir n'est plus une faiblesse, mais bien, alors j'ose le mot, plus une prière, une invocation, si vous voulez. Une prière, une invocation à la Kundalini. Et effectivement, là, on peut retrouver, vous connaissez ça déjà, cette union symbolique donc entre Shakti, le féminin, le serpent, et qui monte vers Shiva, c'est-à-dire le principe masculin vers la couronne. Autrement dit, le plaisir, oui, quand il est sacré, devient une passerelle vers ce que l'on a de plus divin en nous. Comment expliquer sacré en deux mots? Parce que là aussi, je veux démystifier beaucoup de choses. On a tendance à mettre le mot sacré à toutes les sauces. Pour moi, est sacré ce qui est conforme aux lois de la vie. Ramener à nous, à notre humanité, qu'est-ce qui est sacré pour moi, pour vous? Eh bien, ce qui est sacré, c'est ce qui est conforme à mes besoins profonds. C'est tout. Si mon besoin profond passe par l'exploration de la sexualité, alors elle pourra être sacrée en effet. Si mon besoin profond passe par l'expérimentation de la liberté, je ne sais pas, les exemples ne me viennent pas, mais vous comprenez que le sacré est relatif à vous. Donc si effectivement le plaisir est sacré pour vous, c'est donc qu'il va être conforme à l'expression d'un besoin qui est vital chez vous. Et à ce moment-là, il devient une passerelle vers votre divinité. Et là, on peut parler, chapitre 7, on peut parler en effet du vrai éveil. Alors, on va peut-être me reprocher d'utiliser l'adjectif vrai comparé à d'autres éveils qui seraient faux. Je dis juste vrai éveil pour dire que ce n'est pas un éveil simulé. C'est pas une façade d'éveil parce que tout à coup, vous voyez quelqu'un que vous connaissiez depuis longtemps arriver habillé tout en blanc, en tenue de Jésus ou en tenue de prêtresse ou de chamane, je sais pas quoi, avec plein d'artefacts, avec, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la sagesse de carnaval qui envoie le signal aux autres, oh coucou, je suis éveillé. Le vrai éveil qui est silencieux mais qui est profond et serein, celui-là, il ne cherche pas à éblouir. Parce que je retrouve encore,
peut-être moins qu'avant, mais bon, on a toujours le meilleur et le pire. On voit encore beaucoup de monde qui imagine l'éveil comme une ascension, hein, cette idée d'aller vers le ciel, d'aller vers des super pouvoirs, vers des visions, vers des dons, vers des trucs magiques. Et je pense qu'il faut dire que la culture pop, y compris la culture cinématographique, fait beaucoup de mal à ça. On nous a parlé tellement des Avengers, des super-héros, des freaks, les monstres qui auraient des super-pouvoirs et qui sont super cool parce qu'ils ont des super-pouvoirs, même s'ils sont bizarres et différents des autres. Mais tout ça, si vous voulez, c'est une forme aussi de contrôle mental organisé, bien évidemment, c'est pas innocent, mais qui nous pousse à chercher l'exceptionnel et la différence, à afficher une différence. Mais ça, je vous dis, c'est seulement de la façade, c'est la partie extérieure. En vérité, euh, l'éveil est beaucoup plus, je l'ai beaucoup dit déjà dans d'autres vidéos, c'est beaucoup plus une descente dans le corps, dans nos parties sombres, dans l'instant présent. Pas dans le futur, demain ce sera mieux, non, là, maintenant. Qu'est-ce qui me fait mal? Qu'est-ce qui me fait peur? Où est-ce que ça bloque? J'ai fait des vidéos là-dessus sur la psychologie profonde. À un moment, je vous avais même parlé de Jung et qui parlait de l'individuation, de l'exploration de nos parts d'obscurité et que c'était dans cette obscurité que se trouvait en fait notre potentiel inactif. Je dirais même, pour faire un lien ici, auquel je n'avais pas pensé avant, mais en astrologie, on pourrait parler ici de la Lilith, de la lune noire, qui est en fait un potentiel énergétique qui repose sur une blessure profonde. Blessure, certes, mais réservoir, parce que ça a été donc une censure qu'on a mis sur une attitude, sur l'expression d'une force. Mais en fait, cet éveil, il se trouve dans cette force censurée, dans cette obscurité. Et donc la Kundalini, euh, elle ne nous élève pas pour fuir la vie, parce qu'elle serait trop dure, inacceptable, mais bien pour nous ancrer encore plus dedans, pour la vivre pleinement. Et c'est en ça qu'elle dissout les masques, ceux dont je vous parlais avant, les masques de l'ego, les illusions, comment dire, les faux semblants. Et ce que je vous invite à peut-être méditer, c'est que ce n'est pas votre moi supérieur qui s'éveille, parce qu'on dit toujours le moi supérieur, mais c'est toujours l'idée de sortir, d'aller au-delà de soi. Non, c'est votre moi, votre ego profond qui va s'éveiller. Qui va s'éveiller parce que vous allez aller au bout de la matière. C'est l'esprit qui va au bout de la matière. C'est ça l'éveil. Et donc, chapitre 8, et ce sera mon dernier point ici, on va arriver à la conclusion, c'est concrètement alors, comment commencer concrètement à aller vers un dialogue avec cette énergie et à activer donc cette Kundalini. Je vous dirais qu'il y a... Alors là c'est un peu casse-gueule ce que je vous dis parce que ça pourrait ressembler à un protocole à suivre, or je ne suis pas favorable au fait de donner des protocoles quand il s'agit de Kundalini. Je vous donne juste des idées. Hein, donc ne voyez pas ça comme un protocole ou des étapes à suivre. Mais concrètement quand même, on est humain, on est dans la matière, il y a des choses qu'on peut faire. Oui, je pense que une très bonne chose, ce serait d'initier une routine quotidienne de mouvement, de mise en mouvement articulaire, musculaire, respiratoire. Ça peut être de prendre dans votre journée 5 minutes le matin, soit assis, soit debout, mais d'avoir une forme de souplesse dans le corps, un peu comme la position de base du Qigong, où on est debout, le sacrum bien ancré, comme une ancre de navire qui vient chercher le fond de la terre, et puis la tête dressée vers le ciel. Tout ça pas dans une rigidité, mais dans une forme de souplesse, mais une verticalité dans la souplesse. Bougez doucement le bassin, des rotations de bassin, tout en respirant, et laissez la colonne onduler, pour vraiment sentir, je vous dis, cette forme très serpentine, hein, d'ondulation qui va comme ça s'activer de la colonne, enfin de la base de la colonne jusqu'au sommet de la tête. Et en même temps que vous faites ces petits gestes, associez de la respiration. Ça, c'est quelque chose que je donne beaucoup à faire dans mes consultations aux personnes qui viennent à moi parce que je pense sincèrement que c'est la base de tout et je pense vraiment de tout, de notre éveil, de notre bien-être, d'une bonne alimentation, d'une bonne gestion des émotions, d'une bonne santé, c'est la respiration. Avant même d'aller chercher de l'exercice physique, il y en aura, mais la base, c'est la respiration. Donc, il y a plein de respirations à faire. Aujourd'hui, on connaît beaucoup celle de Wim Hof,
qui n'est d'ailleurs pas celle de Wim Hof. Il l'a popularisée, mais la respiration holotropique existait avant lui. Mais effectivement, ce type de respiration d'hyperventilation va favoriser l'accès, le mouvement à des parties du corps qui étaient peut-être enquistées, qui s'étaient figées, et ça va réveiller des zones. Ça va donc faire remonter à la conscience des zones qui étaient bloquées, donc des tensions émotionnelles forcément. Et c'est ça, ça va participer à ces fameuses libérations qui vont vous donner un accès plus profond ensuite à des ressentis de Kundalini. Donc, créez un espace sacré chez vous, conforme à vos besoins. C'est ça le sacré. Vous voulez quoi? Vous voulez de la belle musique? Mettez de la belle musique. Vous voulez de l'encens? Mettez de l'encens. Vous voulez qu'il fasse jour? Ouvrez les fenêtres, ouvrez les stores. Vous voulez qu'il fasse sombre? Mettez-vous une petite lumière tamisée. Vous avez besoin que ce soit tout petit, tout serré, ben mettez-vous dans un tout petit endroit. Vous voulez que ce soit grand? Poussez les meubles. Votre espace doit être conforme à vos besoins. C'est pas une histoire de taille de maison, c'est une histoire de se donner les moyens de créer un espace sacré dans lequel vous allez pouvoir être sincère, pas vous sentir jugé, pas vous sentir confiné, pas vous sentir bloqué, et éveiller avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de tendresse, cette, cette conscience du corps, du bassin. Parce qu'on ne réveille pas le serpent par la force, mais en créant l'espace pour qu'il se sente chez lui. Et je vous dis, envisagez la Kundalini peut-être beaucoup plus comme un être énergie, un deva, avec lequel vous allez collaborer. Autrement dit, invitez-le en créant cet espace sécurisant dans votre routine quotidienne. Ça peut être le matin, je sais que beaucoup n'ont pas beaucoup de temps, ou alors le soir, et il y en a qui vont me dire oui mais j'ai pas le temps, il y a les... Ça c'est votre responsabilité. La responsabilité, c'est la capacité à amener une réponse à une situation. Responsabilité. Vous voulez créer du changement dans votre vie, créer une forme de révolution, de transformation, ça demande de prendre ses responsabilités. Être peut-être moins disponible pour les autres, être un tout petit peu plus disponible pour vos besoins profonds. Parce que c'est en étant bien conscient de vos besoins profonds que vous allez pouvoir emprunter la direction qui vous convient. Et en étant en accord et en harmonie avec vos besoins propres, vous n'en serez que d'autant plus disponible ensuite pour rayonner, aider, servir les autres. Alors ma conclusion, eh bien, ce sera de vous dire que, de vous répéter en fait que la Kundalini n'est pas une quête extérieure. C'est pas, il ne faut pas l'envisager comme un effet de mode, comme une obligation, parce que ce serait dans l'air du temps et que vous êtes en retard comparé aux autres et qu'il faut vite réserver votre stage d'activation ou votre atelier, je ne sais pas quoi. C'est en fait un retour intérieur. Voilà. Voyez-le comme un retour intérieur, comme un dialogue avec l'être énergie en vous, cette Kundalini, cette boucle d'oreille, ce bracelet, cette spirale énergétique, ce serpent si vous voulez, mais en tout cas avec cette forme de conscience active énergétique, et que cette Kundalini donc s'éveille non pas parce que vous la commandez, vous n'êtes pas dans un rapport de force, c'est pas l'armée, c'est parce que vous dansez avec elle, que vous jouez de la musique avec elle, que vous respirez avec elle. Soyez artiste avec vous-même, soyez artiste de votre vie, artisan de votre vie, et non pas le chef militaire d'une armée. Vous n'êtes pas en guerre contre vous. Donc, au final, et je vais m'arrêter là, vous n'êtes pas, ne vous voyez pas forcément comme le chercheur ou la chercheuse, comme s'il y avait un but à atteindre. Voyez-vous vraiment comme étant l'esprit qui habite ce temple. Vous êtes le temple, vous êtes l'autel, vous êtes l'offrande, vous êtes tout ça à la fois. Hein, ce côté sacré qu'on retrouve toujours dans les traditions, mais vous l'êtes déjà. Le tout, c'est d'en prendre conscience et de l'honorer. Et comment on l'honore? En prenant ses responsabilités, en apportant la réponse appropriée à nos besoins. Il faut bien connaître ses besoins et se ménager un petit peu de temps, un petit peu d'espace pour pouvoir y répondre. Respirer, bouger, le silence ou de la musique, peu importe. Et ben voilà, je crois qu'on a fait un petit tour sympa. En plus, 30 minutes, vous allez pouvoir passer à autre chose maintenant ou méditer là-dessus. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous rappelle que j'ai lancé donc d'autres séries de vidéos, les rendez-vous zen du jeudi, où je vais explorer davantage le wabi-sabi. Vraiment, je trouve ça magnifique comme philosophie zen, la philosophie de l'imperfection, qui résonne beaucoup avec le sujet d'aujourd'hui d'ailleurs. Et vous allez voir que
Ce sont des vidéos très courtes, beaucoup plus courtes que celle-ci, qui pourraient vous intéresser même à la pause déjeuner. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit que ça accompagnait leur pause déjeuner le midi, tant mieux, je suis bien content. Mais j'essaye de faire plusieurs formats, mais qui soient complémentaires les uns avec les autres. Ces vidéos plus longues sont plus pédagogiques, mais pour que vous ayez un temps d'introspection et d'étude. Les vidéos du Wabi Sabi sont là pour vous inspirer, pour essayer d'accéder par vous-même aussi à une forme d'humilité et de sagesse pour accéder à la tranquillité de l'esprit en sachant que vous êtes imparfait et que c'est très bien comme ça. Et puis les vidéos du dimanche et du mercredi, ce sont des podcasts que j'ai consacrés à la lecture d'extraits de Jiddu Krishnamurti, parce que ça me paraît hyper important dans cette ère du Verseau, de partager, de propager des pensées, des idées qui sont totalement novatrices et révolutionnaires. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, Krishnamurti, qui est un personnage, bon, maintenant qui est décédé depuis 40 ans presque, mais en fait, il était tellement précurseur à son époque qu'il a été très incompris par ses contemporains. Et c'est en fait aujourd'hui, je trouve, qu'on est le plus à même de cueillir son message, de recevoir cette lumière vraiment de conscience sur les thèmes du Verseau, l'amour universel, l'individu qui est universel, ce rapport à la liberté, à l'autonomie, à la souveraineté. Et donc, ce sont des podcasts que j'essaie de faire court aussi, environ 15 minutes, pour vous permettre d'avoir accès à des informations pertinentes en cette époque où on est quand même, faut le dire, face à des choses pas seulement réjouissantes en termes de technologie, de transhumanisme, de contrôle mental, de guerre, d'oppression, etc., etc. Donc merci pour votre écoute et bien sûr, hein, toujours pareil, vous avez le lien ici pour l'adresse mail, le site maisonadamkara.fr si vous voulez réserver un soin avec moi ou une étude astrologique ou une correction de lieu de vie, puisque c'est ça aussi que nous faisons comme et moi. Mais tout ça est sur le site, donc n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'infos. Merci beaucoup et à bientôt. Salut.